un débat sur l'antiracisme mené par Le Figaro avec comme invité Sarah Knafo et Julien Drey. Alors moi, la première question que je pose, c'est mais qui est le contradicteur là-dedans ? Qui c'est qui va défendre la lutte antiraciste ? Je comprends pas. Pourquoi vous avez amené deux opposants à l'antiracisme ? C'est pas ça un débat, hein. Ça c'est une discussion entre gens d'accord. Hein. Le Pen, Charlie Hebdo, SOS Racisme, Sarah Knafo face à Julien Drey. On met en 1-5. On rappelle hein, l'antiraciste Julien Drey qui est total soutien à Israël et les massacres qu'ils commettent à Gaza. Hein. Voilà l'antiracisme qui nous ont amené Figaro. Nous recevons deux... Alors il y a une excellente vidéo de lui, Alexandre Devecchio, qui est en débat contre Ouria Boutelja et je vous jure, j'ai eu de la peine pour Devecchio parce que elle lui marche dessus quoi. Il y a aussi eu le débat avec Bégodeau où il lui marche dessus. Je veux dire, tout le monde lui marche dessus à ce pauvre Devecchio. Et en fait, je crois que Devecchio, il a compris que peut-être qu'il fallait mieux qu'il fasse le journaliste à mener le débat plutôt qu'à participer au débat. Je pense qu'il a compris qu'il était peut-être plus utile et qu'il paraîtrait moins con s'il était juste là à faire l'arbitre du débat. Personnalité pour approfondir un sujet d'actualité. Ce jeudi, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, et Julien Drey, ancien député socialiste et essayiste. Il signe un livre à charge contre Jean-Luc Mélenchon. Il raconte la dérive. Alors lui, c'est l'antiraciste. Le gars qui a écrit un livre contre Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui va défendre l'antiracisme sur ce plateau. Apparemment. Nous nous demanderons comment la gauche en est arrivée là. Quelle est la plus grande menace aujourd'hui pour la République ? Vient-elle de la droite identitaire ou de la gauche radicale ? Tout de suite les réponses de nos deux esprits libres, Julien Drey et Sarah Knafo. Esprit libre, oui, nous on n'est pas des esprits libres les gens, on est corrompus par la France insoumise et par Jean-Luc Mélenchon. Mais tout de suite peut-être une question d'actualité, puisque Jean-Marie Le Pen vient de décéder. C'est une page... Oh, je suis trop triste. De l'histoire politique qui se tourne. Qu'est-ce que vous en retenez, Sarah Knafo ? Et est-ce que Jean-Marie Le Pen a des héritiers aujourd'hui ? Et est-ce que Éric Zemmour en fait partie ? D'abord, c'est Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen. Ce sont deux hommes qui ont des histoires très différentes, des origines très différentes. L'un s'appelle Zemmour, l'autre s'appelle Le Pen. Bon, allez, c'est parti, allez. Je vais essayer de suivre intellectuellement, mais je pense que ça va être difficile, hein, parce que il y a l'air d'avoir du niveau. Il y en a un qui est un juif berbère venu d'Algérie et l'autre qui est un français breton. Mais ce qui les rassemble, je crois, c'est que il y a 30 ans, ils étaient bien peu nombreux, les hommes qui osaient, à la télévision, dire quels étaient les dangers qui guettaient la France. Ils étaient bien peu nombreux, ils ont été beaucoup attaqués, beaucoup détestés, beaucoup combattus. Et ce qu'on en retient aujourd'hui dans la situation... Les Arabes, c'est ça le danger qui guette la France. C'est les Arabes. Ce qu'on peut regretter pour la France, c'est que les provocations de Jean-Marie Le Pen ont effacé ses prophéties. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut dire d'Éric Zemmour aussi, que ses provocations effacent parfois la justesse de son propos? Je crois pas qu'il... Il est totalement neutre, hein, le journaliste. Hein. Est-ce que ça efface pas la justesse des propos de Zemmour? On sent qu'il va y avoir un fort débat. Ce qui est sûr, c'est qu'à avoir été insuffisamment écouté, on arrive dans une situation où chaque jour qui passe, la situation devient de plus en plus dure à redresser. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est encore possible. Et dites-vous qu'il ne parle pas de la catastrophe climatique, qu'il ne parle pas de la catastrophe économique, qu'il ne parle pas des gens qui dorment à la rue. Non, non, il parle des Arabes. Ça me fascine. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. On peut encore les virer. On perd du temps. On a perdu un temps précieux. Et maintenant, toute la question est comment on fait pour rattraper ce temps perdu. C'est une folie. Ils vivent dans un monde. Moi, j'ai un côté parfois, un côté nihiliste, un côté pessimiste en mode, mais j'ai presque envie qu'ils goûtent aux catastrophes, quoi. J'ai presque envie en mode, bon, bah, allez-y. Allez-y, on vous laisse faire votre monde pourri. Allez, on change rien au système économique, on change rien au mode de production, on vire, vas-y même, moi je vais aller en Algérie, allez, et je vous regarde dans votre monde de merde. En mode, allez, payez le truc. Allez, assumez jusqu'au bout. Ils vont grailler en dernier. Ouais, c'est ça le problème, T'inquiète, Julien Drey, l'antiracisme va la détruire. Peut-être que M. Julien Drey va nous dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est son héritier. J'entends ça parfois, on dit Jean-Luc Mélenchon. J'allais lui poser la question, mais je vous la pose. Mais... Est-ce qu'il y a des points communs sur la forme, le côté tribun, et puis on parlait de provocation de Jean-Marie Le Pen, il y a les provocations antisémites. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a pris le relais? Waouh. Alors pour Zemmour, est-ce que Zemmour et Le Pen, la justesse de leurs propos n'ont pas été masqués par leur provocation? Et là, les deux ils sont antisémites, non? Alors là encore, le mot provocation me dérange parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose pour Jean-Luc Mélenchon. On aurait l'impression que c'est quelque chose dans lequel il ne croit pas. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon croit à ce qu'il dit. C'est d'ailleurs peut-être même le problème. Si on est dans un monde où il n'y a que la forme qui compte,
on pourrait dire qu'il y a des similitudes entre les deux. Mais dans ce cas-là, on peut dire que Trump est l'héritier de Bernard Tapie, que Bayrou, parce qu'il est calme, est l'héritier de François Mitterrand, et tout se vaut, il n'y a que la forme et le style. Moi, je crois pas, je m'intéresse beaucoup plus au fond. Et alors, sur le fond, sont les exacts opposés. Dites-vous qu'elle a dit Mélenchon et Le Pen sont les exacts opposés, et pour elle, c'est un bon argument pour Le Pen et un mauvais pour Mélenchon. Elle est en mode, non, ne comparons pas quand même Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Marie Le Pen, il est bien. Jean-Marie Le Pen qui a passé sa vie à essayer de défendre l'identité française face à un Jean-Luc Mélenchon qui passe sa carrière politique à la détruire. Désolé, mais nous on le soutient pour ça, parce qu'il détruit l'identité française. Je sais pas ce que c'est l'identité française, mais on l'a détruit en tout cas, ouais. Un Jean-Marie Le Pen qui a essayé de lutter contre tous les ennemis de la France et un Jean-Luc Mélenchon qui collabore avec eux aujourd'hui. Attendez, c'est qui les ennemis de la France avec qui collabore Jean-Luc Mélenchon? C'est nous les gens? C'est nous les ennemis de la France avec qui collabore Mélenchon? Ah, c'est nous, d'accord. Julien Drey, justement. Eh ben, vous n'en saurez pas grand-chose, parce que j'ai une règle dans la vie. Quand quelqu'un vient de mourir, je respecte le deuil. T'arrêtes pas de faire des tweets pour soutenir Israël qui est en train de massacrer des Palestiniens et t'arrêtes pas de justifier ça. Et genre là, tu respectes le deuil de Jean-Marie Le Pen. Par contre, cracher sur les morts là palestiniens et en mode presque, si on t'écoute, c'est presque bien fait pour eux. Et là, ah non, je respecte les gens qui sont morts. Ah oui. Moi, je suis peut-être un vieux monsieur. D'ailleurs, je suis un vieux monsieur. J'ai des règles morales. Voilà. Alors, je sais que ça fait pas terrible, mais quand quelqu'un vient, je vais pas commencer tout de suite. Mais par exemple, le dirigeant du Hamas qui est mort là, Sinwar, si on lui avait demandé, il aurait dit ah non, je dis rien. Je respecte le deuil des gens qui sont morts. Arrête. On t'aurait demandé si t'étais content de la mort de Sinwar. T'aurais dit que t'étais très content. Arrête de faire genre, t'as des principes dans ta vie. Alors parlons de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous lui consacrez un livre. Le titre c'est Qui est Mélenchon? Donc, qui est Mélenchon aujourd'hui? Julien Drey, est-ce que c'est celui que vous avez connu autrefois? Est-ce que c'est le pire adversaire de la gauche aujourd'hui, ou est-ce que c'est son leader? Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mme Knafo. Si elle me permet, je vais l'appeler Sarah. Parce qu'ils sont potes. Il croit à ce qu'il dit. Je ne pense pas que ce soit simplement des fantaisies ou des opportunités, même s'il y en a. Donc il a connu une évolution idéologique et le livre raconte cette évolution idéologique. C'est pour ça que je l'ai fait. C'était pas agréable, pour être honnête avec vous, de faire un livre avec quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses pendant des années et d'être obligé de refouiller. Bah ouais, ça doit pas être sympa et facile pour toi de voir à quel point t'es un traître, à quel point t'as trahi la gauche, à quel point t'as trahi les idées révolutionnaires. Même si je trouve que je suis trop gentil en disant que c'est un traître. Parce que si je dis que c'est un traître, ça veut dire qu'à un moment donné, il a œuvré pour des idées comme ça, alors que non. Est-ce que vous pensez qu'à la LCR, il avait des idées révolutionnaires ou pas? Est-ce qu'il est dans une dérive? Nous, on va dire qu'il est dans une dérive. Lui, il va dire que non. Lui, il va dire qu'il a une analyse. C'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre. Il a une analyse assez solide, d'ailleurs. Il pense que dans le monde actuel, l'ennemi principal, c'est l'impérialisme américain. Il a acquis ça dans son rapport avec l'Amérique latine. Parce que comme il a été un des leaders français qui a, il faut être honnête, le plus vécu avec l'Amérique latine et intimement. Et donc, cette haine du gringo, comme disent les Sud-Américains, il la partage. Pour lui, c'est le mal absolu. Il suffit pas d'aller en Amérique du Sud pour avoir ça. Déjà, pour moi, basé de ouf, mais c'était la gauche des années 70. Quand la gauche était forte, elle savait que l'anti-impérialisme, vu que l'impérialisme actuellement est mené par les États-Unis, que les États-Unis sont la première puissance mondiale, bah c'était la cible première de l'anti-impérialisme. Je comprends pas. Genre, pour lui, c'est une importation sud-américaine. Donc, il cherche tous ceux qui peuvent être des compagnons de route dans ce combat contre le mal absolu. Pour moi, je suis d'accord que c'est le mal absolu, les États-Unis. Mais c'est pas le seul mal. Tout le camp occidental suit le chemin des États-Unis. Maintenant qu'on a Trump au pouvoir et que Trump, il menace d'envahir le Groenland et le Panama, il veut aussi grappiller des territoires un peu partout. Est-ce qu'on peut relégitimer le fait d'être anti-américain? Primaire, secondaire, tertiaire, le Canada aussi. Le Canada, est-ce que c'est suffisant ou pour vous? Ah non, faut quand même pas dire que les États-Unis, non, quand même. Et dans cette recherche-là, il a trouvé un allié. C'est le cas de le dire, c'est les masses islamistes, c'est comme ça qu'il... Attends, c'est qui les masses islamistes avec qui il est allié là? C'est nous les masses islamistes? Et on rappelle, c'est celui qui défend l'antiracisme sur le plateau. Sur le plateau, il est censé être de notre côté. Il n'y a même pas besoin de Sarah Knafo, laissez juste Julien Drey pour dire des trucs d'extrême droite en fait, c'est tout. Est-ce que l'ennemi c'est seulement les États-Unis ou est-ce que c'est Israël aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a que de l'idéologie ou est-ce qu'il y a une tactique clientéliste? Est-ce que finalement il se dit que les masses islamistes peuvent voter? Ah d'accord, c'est devenu un concept. Le truc de masse islamiste, c'est devenu genre on peut parler de ça. On peut dire en France, est-ce que Mélenchon n'est pas en train d'essayer de concourir les masses islamistes en France? Au calme. Et sont celles qui lui permettront d'être au second tour de l'élection présidentielle. Pour lui, et au départ, maintenant je pense que c'est un peu plus compliqué.
Ça renvoie à des choses intimes plus compliquées d'après moi, à son histoire personnelle. Bon, même si au début j'étais hésitant à aller sur ce chemin-là, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose. Vous savez, quand on prend de l'âge, il y a des choses qui remontent de votre enfance, que vous avez peut-être refoulées et qui prennent une place plus importante. En fait, la première question à lui poser, c'est quoi un islamiste? Voilà, définis-nous islamiste. À partir de quand on peut parler d'islamiste? Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas un pied noir. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'enfant de fonctionnaires français qui sont détachés. Donc ses racines ne sont pas ni dans l'Algérie ni dans le Maroc. Voilà, comme moi par exemple, ou comme M. Zemmour. Attends, il est en train de jouer le côté je suis plus arabe que Mélenchon, c'est ça? Mais par contre, il a des origines espagnoles très profondes. Et ça marque, voilà. Surtout que dans Ça marque sur quoi? Faut que... Attendez. Attention, j'ai fait de la psychanalyse. Moi, j'ai l'impression que Mélenchon, ses origines espagnoles ont beaucoup marqué. Parce que les Espagnols, ils aiment beaucoup la paella. Ils aiment la Palestine, on le voit actuellement. C'est pour ça qu'il en tire. Et puis, ils ont été colonisés par les Arabes. Moi, je pense qu'ils ont un peu laissé faire, qu'ils avaient un peu envie de cette colonisation. Et on voit que ça ressurgit dans Mélenchon, qui accepte d'être colonisé par les masses islamistes. Ça vous semble... Moi, ça me semble très bien comme explication. L'Algérie et le Maroc de l'époque, ces populations espagnoles étaient marquées par un antisémitisme profond. Ah, d'accord, ah non, d'accord, ok, non, c'est pas qu'il était pro-islamiste, c'est qu'il était antisémite. Donc, en gros, Mélenchon, son antisémitisme s'explique par ses origines espagnoles. Waouh! Ah, le niveau des débats sur le Figaro, à chaque fois, c'est génial. À chaque fois, je suis très heureux de faire un react des débats de Figaro, c'est tellement con. La puissance intellectuelle de droite. Oui, bah oui, quid de Manuel Valls? Bah oui, bah non. Vous allez trop vite là. Sarah Knafo, vous Il y voulez a quelque répondre chose qui me frappe dans la fin de ce que vous dites, c'est que vous semblez prendre conscience de ce qu'est devenu Jean-Luc Mélenchon. Vous semblez également prendre conscience du fait qu'il est aujourd'hui une stratégie qui est celle de draguer, comme vous le dites, les masses islamistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les masses islamistes. C'est elle qui est la plus réticente sur ce terme, c'est elle qui est la plus esthéticienne. Il faudra définir les masses islamistes, mais on est où? Angoissant de se dire qu'on a des masses islamistes en France, mais vous nous direz peut-être. Et puis à la fin, quand vous essayez de trouver... J'abandonne. C'est la conseillère de Zemmour qui est en mode, est-ce qu'on va pas trop vite à parler de masse islamiste? Vous nous dites, c'est parce que c'est un catholique espagnol. Et alors là, on retrouve le Julien Dray de sa jeunesse qui veut accuser le catholicisme, qui veut accuser les Européens, qui ont un... Ah d'accord, ok. Alors, le débat de con. D'un côté, il y en a un qui dit, en fait, Mélenchon, il est antisémite parce qu'il a des origines espagnoles et chrétiennes. Et l'autre, elle est en mode, non, il est antisémite parce qu'il est né au Maroc, il est un peu arabe et il fréquente trop les Arabes. Voilà pourquoi... Mais c'est... Pourquoi vous êtes nuls comme ça? Un vieux fond antisémite. Et là, soudain, ce n'est plus du tout la faute des masses islamistes qui, eux, pour le coup, vivent un antisémitisme systémique, quand même dire la gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux, un antisémitisme systémique, en parlant des masses islamistes? Pourquoi ils ont repris... Je crois qu'ils n'ont pas compris le terme systémique. En fait, pour nous, le terme systémique, c'est, d'un point de vue général, c'est lié aux institutions. Et c'est lié à l'hégémonie dominante. C'est ce qui fait système. À la rigueur, partons du principe que les musulmans en France, les masses islamistes, sont antisémites. Mais même s'ils étaient tous antisémites, ça ne serait pas de l'antisémitisme systémique, vu qu'ils n'ont pas le pouvoir. Je ne sais pas s'ils arrivent à comprendre ça. Pays dans lesquels il y a un antisémitisme récurrent, parfois, dans l'histoire, un antisémitisme d'État. Mais soudain, c'est plus du tout pour les séduire elles, mais parce que la famille de Jean-Luc Mélenchon... C'est vrai qu'un antisémitisme d'État, ça n'a jamais été le cas de la France. Je crois que tu as oublié de le rappeler. Est une famille catholique espagnole. Et alors ça, c'est dérangeant parce qu'on a l'impression que d'une certaine manière, vous comprenez, et que parfois vous avez vos vieux réflexes qui culpabilisent encore l'Europe, qui ressortent. Et pourtant, je vous ai lu, et cette phrase m'avait déjà frappé, ce passage sur les origines espagnoles et catholiques de Mélenchon qui expliquerait tout, parce que dans ce même livre, vous citez Albert Memmi. Oula, ça parle de Albert Memmi. Oula. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui compte beaucoup pour moi, parce que moi aussi, je viens d'une famille juive marocaine qui a dû fuir le Maroc, comme la famille d'Éric Zemmour. Ils vont prendre le vieux Albert Memmi, celui qui avait un peu pété un câble, notamment en défense d'Israël et tout. Ils vont pas prendre le jeune Memmi. On a fait un club de lecture autour de ce livre. Zemmour a dû fuir l'Algérie, comme votre famille, qui pourtant avait voulu y croire. Vous êtes resté après l'indépendance. D'une famille, je me permets d'en parler parce que vous en avez beaucoup parlé. Une famille d'enseignants de gauche qui a cru qu'elle pouvait coexister, qui est restée en Algérie après l'indépendance et qui a finalement dû se résoudre à partir et qui a compris que ce fantasme de l'amitié judéo-musulmane devait malheureusement prendre fin, parfois dans le sang et très souvent dans la violence, et qui finalement est arrivé en France pour s'y réfugier. On rappelle à Sarah Knafo qu'il y aurait plus de sens de parler de civilisation musulmano-juive que de civilisation, comment on dit, judéo-chrétienne. On rappelle que les musulmans et les juifs ont plus longtemps vécu ensemble dans des bonnes conditions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des expériences terribles, des mauvaises expériences et tout. Mais on rappelle que historiquement, juifs et musulmans ont plus longtemps vécu ensemble en fait, contrairement aux juifs en Europe où il y a eu sans cesse des expériences horribles jusqu'à la Shoah, jusqu'au projet d'extermination des juifs. Il faut sans cesse rappeler ça. Quand on cite Albert Memmi,
c'est qu'on comprend que cet antisémitisme systémique, on le retrouve beaucoup dans les pays musulmans. On a accueilli en France cet antisémitisme qu'on avait presque réussi à faire disparaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non mais attends, tu viens de faire l'éloge de Jean-Marie Le Pen qui a dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. De qu'est-ce que tu me parles? Zemmour, vous traînez avec des organisations et des personnalités profondément antisémites. Qu'est-ce que tu racontes? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Zemmour qui a cité Pétain, Zemmour qui présente Pétain comme un héros. On peut crier dans les rues « mort aux juifs ». Des scènes qu'on ne pensait plus jamais revoir. Mais je veux dire, Zemmour récemment dit que le juif religieux doit être chez lui. Je rappelle que nous, on est considérés comme antisémites. On est pour que les juifs puissent vivre leur judéité en toute liberté et publiquement en France. Contrairement à Zemmour qui dit que le juif doit être juif en privé. Mais ils ont le droit d'être publiquement juifs, c'est quoi cette folie? Je rappelle que parmi des proches du RN et des proches de Zemmour, comment il s'appelle déjà le dirigeant, ou quand il était plus jeune, il était dans un groupe nazi, on le voyait faire des saluts nazis. Dans un groupe de métal, arrêtez de nous la jouer en mode, vous luttez contre l'antisémitisme. Vardon! Oui, c'est ça, c'est Vardon. Merci beaucoup. Vous citez Albert Memmi, et c'est tout ce qu'il s'attache à démontrer. Il y en a beaucoup d'autres qui ont démontré le fait qu'à chaque fois que des juifs ont été dans des pays à majorité musulmane, ils ont toujours été persécutés. Mais c'est faux, l'histoire te montre que c'est faux. Majoritairement, ils ont été davantage opprimés, ils ont même été exterminés en Europe. Arrête! Je vous renvoie au livre, notamment il y a Aïcha Ariela Azoulay qui a écrit sur ça, et aussi Ella Chouat qui a écrit beaucoup sur les juifs arabes. Malheureusement, pour les juifs français aujourd'hui et pour tous les Français, on a recréé cette situation en France, alors que dans les années... Oui, c'est du révisionnisme. C'est vrai qu'il faut utiliser le mot, lol kid, c'est vraiment du révisionnisme. 60, la France était devenue une terre d'asile pour ces gens. D'abord, je ne sais pas si j'ai découvert, parce que, puisque vous citez Zemmour, je l'ai vu de nombreuses fois manger avec Jean-Luc Mélenchon, et apprécier Jean-Luc Mélenchon. Mais on est dans quel monde où le problème c'est de manger avec Jean-Luc Mélenchon et non pas manger avec Jean-Marie Le Pen? En quoi le débat sur l'antiracisme, c'est plus honteux de manger avec Jean-Luc Mélenchon que de manger avec Jean-Marie Le Pen? C'est un procès à charge sur le vieux ou un débat sur l'antiracisme? Mais parce que en fait tu comprends pas, Hortenko, c'est qu'aujourd'hui les vrais racistes ce sont les antiracistes et ce sont les masses islamistes. Et donc, pour être antiraciste, il faut être contre Jean-Luc Mélenchon et les masses islamistes. Il a changé, il a bougé. Bien sûr. Voilà. Donc, je n'ai pas sous-estimé l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il a changé. J'ai jamais dit ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, ce que je vous reproche, c'est de voir la source de... Pardon, non, mais j'essaye juste de reprendre pour comment vous soyez précis dans votre réponse. Merci de me permettre d'être précis. Oui. Le débat, c'est même pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon est antisémite, c'est de savoir qui a vu en premier si Jean-Luc Mélenchon était antisémite. La question, c'est, Jean-Luc Mélenchon est-il devenu l'héritier de Jean-Marie Le Pen? Alors qu'il y a typiquement des gens qui se revendiquent de Jean-Marie Le Pen. Il y a typiquement la famille Le Pen, il y a typiquement Marion Maréchal, il y a typiquement Éric Zemmour. Quel est ce débat? La seule chose que je vous reproche, c'est d'essayer encore une fois de trouver une autre source à son antisémitisme aujourd'hui. Donc il serait antisémite parce qu'il est anti-américain et parce qu'il est catholique. Et ça, pardonnez-moi, c'est encore analysé à côté. C'est ne pas voir que si aujourd'hui... Il est antisémite parce qu'il est musulman, Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a récité la Shahada, c'est pour ça qu'il est antisémite. Vous me dites que vous avez lu mon livre, mais visiblement, ou je l'ai mal écrit, ou vous avez lu trop vite. Moi, j'ai essayé de comprendre la complexité. Alors je sais que peut-être ça vous paraît bizarre de comprendre, mais j'essaie de comprendre la complexité du personnage. Pourquoi? Parce que justement, je l'ai vu évoluer. Et dans cette complexité, il y a à la fois de l'analyse politique et certainement des choses personnelles. Le débat est nullissime, les gens. Et je vois pas à quel moment on va parler d'antiracisme là depuis le début, mais... Après, les masses islamistes, c'est un concept politique. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme-là. C'est un concept, d'ailleurs dans mon livre je l'explique. Mais qui l'a inventé, ce concept politique? Attends, il faut qu'ils nous disent, là, Julien Drey, qui a inventé le concept de masse islamique que même Sarah Knafo, la conseillère de Zemmour, n'utilise pas. C'est un concept qui a été inventé par des trotskistes anglais qui ont dégénéré, un type qui s'appelait Tony Cliff. Faudra que je regarde ce texte-là, ça m'intéresse. Eux, ils analysent, dans leur analyse stratégique, qu'il y a aujourd'hui une sorte de révolte des populations musulmanes, c'est ce qu'ils appellent donc les masses islamistes, et que cette révolte, pour une part, elle est religieuse, mais pour une autre, elle a un contenu, ce qu'ils appellent anti-impérialiste. Et ils pensent que ce contenu anti-impérialiste leur permet cette convergence. C'est pour ça que j'ai employé ce terme-là. En fait, ils parlent des Arabes, quoi. Ils parlent des musulmans. À la rigueur, tu pourrais parler des masses musulmanes. Pourquoi tu parles des masses islamistes? Il a été nommé comme ça par hasard, hein. Imaginons que les masses musulmanes en France se révoltent par anti-impérialisme. C'est mal? Est-ce que c'est parce que c'est des masses islamistes que ça devient mauvais? Ou c'est se lever pour l'anti-impérialisme qui est mauvais? C'est quoi le problème? Oui, c'est vrai, il y avait de l'antisémitisme en Algérie, mais il y avait aussi de la coexistence. Pourquoi il n'y en a plus aucun? Alors pourquoi il n'y en a plus aucun? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'islamisme radical, qui a pris le pas sur le reste et qui a structuré une partie de la population. Mais heureusement qu'il y a l'islam pour que ça puisse tout expliquer. C'est l'islamisme. D'ailleurs, ça n'a pas de chance puisque le FLN et la décennie noire, c'était contre l'islamisme radical. Donc ça n'a pas de sens.
Il me semble que ceux qui ont gagné la guerre après 10 ans d'horreur, hein, c'était pas l'islam radical, donc qu'est-ce qui expliquerait ça en Algérie? Il reste 1000 juifs en Tunisie, j'y ai vécu d'ailleurs. Oui, parce que... Mais... Ça, elle dit pas qu'il y a une politique de la part des colons européens et notamment aussi des colons israéliens de ramener tous les juifs du Moyen-Orient, tous les juifs du monde arabe en Israël. Aussi, il faut parler de la politique à l'égard des juifs dans l'Algérie coloniale qui a participé à créer une scission entre les juifs et les musulmans dans l'Afrique du Nord pour faire en sorte que les juifs, avec quelques avantages, se disent qu'ils ont plus intérêt à rejoindre les colons plutôt que les coloniser. Et d'ailleurs, Albert Memmi en parle, hein. Il parle de cette position assez bâtarde, étrange et bizarre des juifs dans les puissances coloniales en Afrique du Nord. Oui, le décret Crémieux et tout. Oui, il y avait l'antisémitisme, il y a eu des programmes d'Israël. Mais il y avait aussi une coexistence. D'ailleurs, vous le savez très bien, puisque il y a une population juive qui vivait au Maroc, en Tunisie. Oui, non, mais même, il y a un peu une contradiction, c'est que pendant une longue période, les juifs et les musulmans ont vécu ensemble. Et qu'elle a dit, ouais, mais maintenant ils vivent plus ensemble, c'est quoi la raison? La raison, ça peut pas être l'islam. Ou alors tu sous-entends que l'islam n'a été appliqué que maintenant dans l'Algérie moderne, ou dans la Tunisie actuelle, ou dans le Maroc actuel, et qu'avant on n'appliquait pas l'islam? C'est ça que tu veux dire? Surtout quand tu vois l'Algérie maintenant, et la décennie noire qu'il y a eu, et les acteurs en jeu. C'est bien qu'il y a d'autres raisons que l'islam, ou l'islamisme. Vous arrivez en France, et quand vous avez mon âge, vous créez SOS Racisme. Et à ce moment-là, l'un de vos slogans, c'est « Qui touche à un juif touche à un arabe ». Et qui touche à un arabe touche à un juif. Et donc vous vous mettez à assimiler le sort des musulmans en France à ce que la France avait fait aux juifs. Elle est contre ce slogan, c'est ça? Ça la choque? Le fait de dire de tuer un juif et un arabe. D'ailleurs, là, maintenant, elle parle des musulmans, mais sauf que, non, c'est pas les musulmans, c'est les arabes. En fait, Sarak Nafo, il faut savoir qu'il y a des arabes qui sont pas forcément musulmans. Il y a des musulmans qui sont pas forcément arabes. Déjà, le truc juif et arabe, pour moi, c'est débile, parce que les juifs peuvent être arabes et les arabes peuvent être juifs. Dans les deux cas, c'est de la merde, ils comprennent rien, ils mélangent tout. Vous avez beaucoup contribué à la culpabilité française, et donc au ressentiment qui se trouve aujourd'hui dans beaucoup de nos banlieues, dans les masses islamistes, pour reprendre votre terme. Et ce qu'on peut regretter, c'est que vous n'ayez pas appris de cette erreur. En fait, elle est en train de dire, ok, il fallait pas être raciste contre les juifs, mais vous avez abusé pour faire croire qu'il fallait pas être raciste contre les arabes. À cause de vous, on peut plus traiter les quartiers. C'est ça en fait ce qu'elle a voulu dire. Et après le 7 octobre, vous vous apercevez qu'en France, il y a des gens qui ne veulent pas coexister. Alors à l'époque, vous nous aviez vendu le modèle de Sarcelles. Aujourd'hui, à Sarcelles, il y a des jeunes qui se font racketter en permanence, une synagogue qui est protégée par des quarantiers de police parce que sinon ils peuvent pas aller prier. C'est ça le modèle de coexistence à la fin. Il n'existe pas ce modèle. Ouais, elle veut pas coexister, elle veut que les Arabes dégagent. Mais après, elle le dit, elle le dit assez clairement. Elle ne croit pas à la coexistence, ça dégage. Mais le problème, ma petite Sarak Nafo, c'est que faudrait que tu sois encore plus honnête avec toi-même. Parce que si la coexistence ne peut pas exister avec la population arabo-musulmane en France, il y a un truc qu'il faut te dire, c'est que là, tu es en train d'encourager des sentiments qui font que, une fois qu'on part nous, ça va être pareil pour les juifs. Hein. Il n'y aura pas de coexistence entre les Français racistes comme vous les entretenez et les juifs en France. C'est ça qui est aussi dangereux pour vous. C'est ça qui est un peu dingue aussi. T'es en train de t'allier avec des gens qui sont tout aussi offensifs et inamicaux, pour le dire gentiment, à l'égard des juifs. Il y a 40 ans, ça se passait pas comme ça. Il y a 40 ans, il y a des gens qui sont non, mais vous n'étiez pas là. Ça se passait pas comme ça. Il y a des gens qui avaient compris. Non, on parlait de Jean-Marie Le Pen. Il y avait Éric Zemmour qui s'opposait à. Jean-Marie Le Pen, il voulait garder l'Algérie. Il fait un discours à l'Assemblée nationale où il dit la religion musulmane. D'accord, mais Jean-Marie Le Pen. Julien Drey répondre parce que sinon on s'entend pas. Jean-Marie Le Pen, il pensait lui que l'Algérie pouvait que les musulmans aient toute leur place dans la France. Rappelez-vous le discours de 56, c'est ça qui défend la grande Algérie, etc. Donc, voyez. En fait, là, il est en train de dire, arrêtez. Jean-Marie Le Pen, il n'était pas islamophobe à l'époque, hein. Donc lui, il s'est trompé. Lui, il s'est trompé, lui. Ça se passait pas comme ça, et ça a dégénéré. Et dans cette dégénérescence, la droite extrême, l'extrême droite face à face. Oui, c'est exactement ça. Il y a un processus politique. Et si vous excluez ce processus politique et vous pensez simplement c'est dans les gènes ou dans l'histoire que ça existait, et donc vous vous trompez. Pourquoi? Parce que dans ce processus politique, il y a une chose qui va jouer, qui est essentielle. C'est l'échec politique de ceux qui ont dirigé la France pendant 30 ans. Voilà. C'est-à-dire quand on les alerte sur ce qui est en train de se passer, en leur disant attention, vous êtes en train de ghettoiser, mais dans ce ghetto qui est en train de se constituer, des masses sont en train de se faire travailler. Il a presque un discours de gauche, mais le problème c'est qu'il va dire qu'ils sont travaillés par les musulmans. Le problème c'est qu'il y a des islamistes qui sont là. Le trafic de stupéfiants, par la violence, et donc après par l'islamisme. Je me suis presque dit ça et non. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Voilà. Si vous voulez mon plus grand reproche, moi je me l'adresse. Moi, j'ai pas été ministre, comme dirait l'autre. Si j'avais été ministre, je me dirais j'ai failli. Moi, c'est d'ailleurs par hasard si j'ai pas été ministre. C'est pas un hasard. Vous pensez que c'est pourquoi? Mais parce que je disais des choses qui dérangeaient. Alors je m'en veux. Là, la personne qui représente l'antiracisme sur le plateau essaye de montrer patte blanche à la première conseillère d'Éric Zemmour. Il n'y a rien à dire de plus, hein. J'ai écrit un livre en 99. Sur la sécurité? Oui, qui s'appelle L'état de violence. Je l'ai lu. Dedans, il y a tout. Non, il n'y a pas tout. Si,
Ça va, il suce pas trop la bite, le gars. J'ai déjà tout dit. Dedans, il y a tout ce qui va se passer. Ça commence par cette phrase terrible, un jour ils tireront. Mais pourquoi? Je sais ce que vous allez me dire. Il n'y a pas l'islamisme. Il n'y avait pas l'islamisme encore à ce stade-là. Et les voiles de Creil? Non, vous l'aviez pas vu. non, Alors Finkielkraut l'a vu. Mais c'est quoi ce débat de malade où on essaie de savoir qui était islamophobe le plus rapidement pour prévenir du problème en France? La question, c'est de savoir qui a tout de suite alerté sur l'islam. Régis Debray l'a vu, Elisabeth Badinter si vous l'a vu. permettez, le voile de Creil, au départ, on est en 90, c'est 3 petites filles, il y a un processus que tout le monde hésite, tâtonne, mais je fais partie de ceux qui ont voté la loi, et je me suis même battu pour que cette loi soit votée, etc. On n'avait pas l'islamisme tel qu'il était aujourd'hui. On avait un islam, ça s'est installé progressivement. Et elle l'a totalement brain, elle lui a marché dessus. Et, en fait, elle a tellement retourné le débat que là, le débat, c'est Julien Drey qui essaye de montrer qu'il est assez raciste. Qu'il est sur la ligne de Éric Zemmour. Et par les puissances extérieures. Il y a un processus qui s'est installé. Si on avait cassé les ghettos, voilà, si on n'avait pas laissé les gens ensemble, si on n'avait pas permis justement à ce que coexiste tout ce qu'on a vu, etc., eh ben, on n'en serait pas là. Ça y est, on est à la 5e colonne, les agents de l'extérieur. Ouais, non, mais c'est les discours d'extrême droite. Vous voyez comment, et on revient sur pourquoi je suis pas en joie de la mort de Jean-Marie Le Pen. Bah encore ça, quoi, un exemple. Jean-Marie Le Pen, il a quitté un monde dans lequel il y a ce genre de débat. Ou quelqu'un qui a 30 ans... C'était de la merde, hein, SOS Racisme. Hein. Mais fondait SOS Racisme en prétendant lutter contre le racisme. Là, essaye de montrer patte blanche devant la conseillère du plus gros facho de France. C'est-à-dire, si vous voyez qu'avec les lunettes d'aujourd'hui, la situation, et vous comprenez pas tout ce processus politique, vous allez, si vous me permettez, passer à côté. Et d'un certain point de vue, dédouaner ceux qui ont exercé des responsabilités politiques. Est-ce que vous êtes d'accord au moins que ceux qui ont exercé des responsabilités étaient plutôt vos amis? Non, les vôtres aussi. François Mitterrand? Non. Mais c'est elle qui pose les conditions. C'est elle qui dit quel combat était respectable et lequel n'était pas respectable. Et lui qui s'aligne totalement sur ça. Il y a un mot qui me dérange. Vous dites si on avait déghettoisé. Et ça, sincèrement, je vous le reconnais, vous êtes très fort sur l'emploi des mots. Et on sent bien votre formation trotskiste. Tout à l'heure, vous plaisantiez en disant à Alexandre Devecchio qu'il n'était pas trotskiste parce qu'il avait peu de méthode. Tout à fait, on reconnaît le trotskiste en vous. Mais les mots que vous avez employés dans votre vie ont toujours été utilisés à dessein. Ils ont touché juste. Et à mon avis, ils ont fait beaucoup de mal. Je vais vous donner quelques exemples. Quand vous parlez des banlieues qui se communautarisent parce que les Français s'en vont, parce qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils vivent, et c'est une jeune fille du 80. Alors ça aussi, c'est une légende. Hein, les Français qui quittent les banlieues parce qu'on peut plus vivre en banlieue. Alors oui. Effectivement, ils aiment pas vivre en banlieue parce que personne n'aime vivre en banlieue. Et en fait, si les Français ont quitté les banlieues, en fait, si beaucoup de Blancs ont pu partir de la banlieue, c'est pas pour fuir les Arabes, c'est pour fuir la misère et la pauvreté et qui connaissaient une ascension sociale avec les banlieues pavillonnaires. Mais en fait, les Arabes, ça serait pareil eux-mêmes. C'est-à-dire que si on leur proposait de vivre dans leur petite maison privée avec leur petit jardin, dans des endroits un peu plus tranquilles, tout le monde irait. Mais personne veut rester vivre en banlieue. Personne veut rester dans des territoires où c'est paupérisé et tout. Mais arrêtez de faire croire que ce qui fuit, c'est les Noirs et les Arabes. Ils fuient la pauvreté surtout. Ils connaissent une ascension sociale. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de faire genre en mode oh, les pauvres Français, ils ont quitté ça. Oh là là, ils pouvaient plus rester. Mais ils voulaient pas rester parce qu'on leur proposait mieux. Je dis arrêtez. Ils sont pas partis pour pire. À la rigueur, si c'était parti pour des conditions pires, je voudrais bien qu'on en discute. Mais ils sont partis pour des meilleures conditions. Arrêtez de les présenter comme des victimes. C'est une folie, hein. En fait, c'est juste la vie normale depuis 50 balais. Bah oui. Je veux dire, les Blancs ont connu une ascension sociale, notamment parce que des Noirs et des Arabes sont arrivés pour occuper les strates les plus basses du mode de production. Et ils ont pu accéder à des meilleurs cadres de vie. Donc arrêtez de faire croire qu'ils ont fui la banlieue parce qu'il y avait trop de Noirs ou d'Arabes. Il y avait une logique un peu de fuir les Noirs et les Arabes, mais parce que ça représentait les populations les plus pauvres, encore plus pauvres qu'eux. Et donc, l'idée d'ascension, c'était de partir dans les banlieues pavillonnaires. Voilà. Mais faites pas croire que c'est les Noirs et les Arabes qui en fait ont agressé les Blancs et les Blancs ne pouvaient plus vivre dans ces conditions. Oh là là, je peux plus vivre là-dedans, c'est décidé. Je connais des meilleures conditions de vie. Je pars pour un meilleur monde. Quand vous aviez dû choisir un logo pour SOS Racisme, vous avez choisi une main jaune. Et à l'époque, vous expliquiez que c'était très intéressant parce que ça renvoyait à l'étoile jaune. Et ça, c'est très grave, parce que vous mettez dans la tête des gens précisément ce que je vous disais tout à l'heure, qui touche à un arabe, touche à un juif. Mais c'est quel est le problème avec ça? En quoi c'est un problématique de dire que qui touche un arabe touche à un juif et qui touche à un juif touche à un arabe? Comment on en est venu à l'idée que c'est un mauvais message? Et en jouant sur la culpabilité française, vous avez créé le ressentiment qu'on connaît aujourd'hui. Bah les deux ne se valent pas. Oui. Et après, je veux dire, ils comprennent pas quand on parle du problème du philosémitisme. Et là, on est en plein là-dedans. Là, elle est en mode, ok, lutter contre l'antisémitisme, c'était légitime, mais faire croire que détester les arabes, c'est pareil que détester les juifs, non. Alors là, non, vous allez jouer sur la culpabilité des Français. Ok, on peut culpabiliser de pas aimer les juifs, mais pas aimer les arabes, là, vous êtes dangereux, monsieur.
Et c'est ça le danger là-dedans. C'est que pour nous, c'est pareil. Détester un juif, détester un arabe, détester un noir, c'est détester un blanc. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, pour nous, c'est grave. Il n'y a pas de comment dire, de hiérarchie à faire là-dessus. En continuant de parler de ghettos jusqu'à aujourd'hui, les ghettos, c'est quelque chose historiquement de très grave. C'est pas anodin de dire qu'on a créé des ghettos. On les a pas créés, les ghettos. Ils se sont ghettoisés parce qu'ils vivent entre eux et qu'à la fin, les autres s'en vont. Ah oui, d'accord. En fait, c'est les Arabes c'est les Noirs et les Arabes. Ils sont arrivés en France et on leur proposait de vivre n'importe où, hein. De vivre dans des beaux quartiers et tout. Et en fait, d'eux-mêmes, ils ont décidé que non. Alors non, monsieur, madame, non. Moi, je décide de vivre dans des cités HLM toutes pourries. Déjà, au départ, ils étaient dans des bidonvilles. Et après, on les a parqués là-dedans. Mais non, mais dans leur tête, c'est eux, ils ont décidé de faire ça. C'est les Noirs et les Arabes, ils ont décidé de vivre entre eux, dans des territoires loin des services publics, loin du centre-ville, loin des transports publics et dans des conditions horribles. C'est eux qui ont décidé. Ils sont un peu bêtes, hein, les Noirs et les Arabes, alors qu'ils auraient pu vivre dans des beaux quartiers. Ils sont bizarres. Il y a aucun chercheur sérieux, même des chercheurs un petit peu raslards, qui vont te dire ah non, c'est eux qui se sont ghettoisés eux-mêmes. C'est eux qui ont décidé eux-mêmes de vivre dans des quartiers populaires. Hein. C'est une folie de dire ça. J'ai vécu dans une banlieue où on cohabitait tous ensemble, dans mon immeuble. Avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Non, des Arabes. Oui, ça existe encore. Hein. Il y a encore des immigrés portugais, des immigrés espagnols, des immigrés polonais. En fait, les quartiers populaires, c'est pas. Il y a encore des blancs en fait qui vivent aussi dans les quartiers populaires. Faut arrêter de croire que les quartiers populaires c'est 100% noirs et arabes. Je comprends pas son délire là. D'ailleurs, je rappelle que eux arrêtez pas de dire non mais moi je connais les quartiers, j'y suis allé, j'y ai vécu, mais je comprends pas. Alors mais en fait vous y avez pas vécu. Mais je vois mon père il vivait. Mon père, son meilleur ami c'est un Italien. C'était parce que lui est mort mais pas son meilleur ami. Et il traînait beaucoup avec des Italiens. Mais je veux dire, oui, il y a toujours eu des blancs dans des quartiers populaires. Alors, c'était pas les bons blancs. Hein. C'était beaucoup les Italiens, vous voyez, les blancs du Sud ou de l'Est. Et beaucoup, moi, dans mon cas, c'était beaucoup les Portugais. Est-ce que les Portugais sont des blancs? Vraie question. Hein. Mais du coup, les Italiens n'étaient pas des blancs socialement. Oui, aussi. Hein, on pourrait se poser la même question avec. Mais lisez les Rital. Les gens, je vous jure, lisez le livre de Cavana, les Rital, et vous verrez qu'il y a plein de points communs sur le racisme qu'ont vécu les Italiens. Je pensais et je pense toujours qu'on pouvait vivre tous ensemble correctement autour de ce qu'était l'esprit de la République, c'est-à-dire des droits et des devoirs. Voilà, c'était ça qu'on défendait. Il se fait mener. C'est Sarah Knafo qui dirige le débat et lui qui arrête pas de se justifier. Il se fait marcher dessus. Elle a retourné le débat. C'est elle qui fixe les positions qu'on doit avoir et lui qui essaie de dire non, mais j'avais ces positions-là, j'avais ces positions. C'est elle qui mène le débat en fait. Il se fait marcher dessus. Et oui, j'emploie le terme de ghetto, j'ai aucune honte à employer. Vous n'allez pas me culpabiliser en disant c'est grave. Oui, c'est grave. C'est votre métier de culpabiliser. Mais je culpabilise personne, je vous dis c'est les ghettos. Mais qui a été un des premiers à dénoncer la ghettoisation? En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle accuse Julien Drey de culpabiliser les Français, sauf que elle, depuis le début, arrête pas de culpabiliser la gauche et notamment Julien Drey et les gens qui sont, je sais pas, altermondialistes, qui sont antiracistes et tout, en disant c'est à cause de vous que la France est dans la merde. Donc elle aussi culpabilise. Je comprends pas le truc de. Tu peux pas reprocher à quelqu'un de culpabiliser alors que toi-même t'empruntes la même méthode. Rapport de Julien Drey 1992, dérive mafieuse des banlieues. C'est ce dont je vous accuse d'avoir été l'un des premiers à parler de ghetto. Dérive mafieuse des banlieues en 92. Et dans vos solutions, alors je vous disais que... Mais c'est triste, c'est catastrophique d'essayer d'être... on sent qu'il essaye d'être validé par Sarah Knafo. Mais c'est Julien Drey ou un paillasson? Ça résume tellement le débat. J'ai vu les choses se passer. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'attirer l'attention. C'est pour ça que j'ai fait le livre que je vous ai dit, État de violence et tout, pour attirer l'attention de la gauche sur ce qui était en train de se passer et qu'elle ne soit pas angélique sur ce qui était en train de se passer. Je pense que dans 95% des cas, quand quelqu'un dit qu'il lutte pour que la gauche ne soit pas angélique sur une problématique, c'est qu'en fait, il lutte pour que la gauche ait une position de droite. C'est une règle. Dès que vous entendez, il faut pas que la gauche soit angélique sur ce sujet, c'est que le gars veut que la gauche soit de droite. Par exemple, Éric Zemmour, je sais qu'à l'époque, il soutenait la candidature de Jacques Chirac. Il trouvait que c'était un homme formidable. Mais il a aussi il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Ce même Jacques Chirac que vous avez empêché, en 86, de faire sa réforme de l'immigration, en fomentant des révolutions étudiantes. Et à chaque fois que c'est dingue quand même que le seul débat, c'est les immigrés. C'est le problème. Je veux dire, c'est tellement facile quand t'es d'extrême droite. T'as pas besoin de parler des politiques structurelles, d'économie, ni rien. Non, les immigrés. T'enlèves les immigrés, tout roule. Mais en plus, je rappelle, en Italie, vous avez l'extrême droite qui est venue au pouvoir et qui en fait fait face au réel et elle est obligée de faire venir plein d'immigrés, plein de réfugiés,
pour occuper les sales boulots. Je veux dire, en plus, vous êtes incapable de suivre votre politique jusqu'au bout. Parce que, je veux dire, ça marche comme ça, l'économie. Il faudra des gens pour faire le travail. Parce que quand même, au final, le projet du RN, le projet du Rassemblement National, le projet de l'extrême droite, s'il allait au bout de leur logique, eh ben, qui c'est qui va occuper les postes les plus horribles? Ben, c'est vous, les petits blancs. C'est vous qui allez devoir faire ce travail-là. Quand bien même vous avez je sais pas quel diplôme, mais allez-y. Si vous virez tout ça, si vous virez tous les Noirs et les Arabes qui occupent les strates les plus basses du mode de reproduction, vous allez être obligé de le faire. Je vous dis, ça fait partie des choses, j'ai presque envie que ça se fasse. Allez-y. Et je rappelle la position de Chad Friot. Chad Friot, il est pour le salaire à vie, le salaire à la capacité, non, c'est quoi? Le salaire à la personne. Le salaire à la personne est pour toute personne qui travaille en France. Papier, sans papier. Toute personne qui est en France a le salaire à la qualification. Chad Friot, les roussellistes et tout, c'est ça un vrai communiste, hein. Voilà, pour que vous puissiez voir ce que c'est un vrai communiste. Oui, et même qui travaille pas. C'est pour ça, Totem, que j'ai dit pour chaque personne qui réside en France. Sarah Knafo, vous avez dit quelque chose d'intéressant au début, notamment, pas qu'une seule chose, Sarah, mais notamment... Quel teubé, mais qu'est-ce qu'il est bête. On est d'accord qu'il a une DA de bébête. Je trouve que le mot bébête lui va parfaitement. Vous avez dit un truc intéressant. Est-ce que vous craignez aujourd'hui qu'il y ait un scénario en France comparable à celui qu'ont vécu les parents de Julien Drey ou les parents d'Éric Zemmour en Algérie? Mais comment ça pourrait être un épisode pareil en Algérie? Je comprends pas. Il n'y a pas la colonisation. Je comprends pas le... Ah, non. Les parents de Julien Drey, c'est bien la guerre pour l'indépendance. Oualem Sansal, écrivain franco-algérien emprisonné aujourd'hui en Algérie. Est-ce que cet emprisonnement fait justement écho à cette guerre d'Algérie qui, d'une certaine manière, n'est peut-être pas encore finie? Je rappelle pour les teubés, liberté pour Sansal, je m'en bats les couilles. Pour moi, Sansal est une personne d'extrême droite, une personne... Alors, plus grave que d'être extrême droite, une personne extrêmement bête. Je vous renvoie au react que j'avais fait sur Sansal. Il est nul. Par contre, je pense pas que c'est parce qu'il est nul qu'il faut l'enfermer. Voilà. Les dirigeants algériens, libérez-le. Libérez-le. C'est pas parce qu'il est bête qu'il faut le laisser, qu'il faut le mettre en prison, en fait. Sinon, il y a trop de gens à mettre en prison. Je préfère vous prévenir, hein. Mais c'est quand même bizarre que ce soit leur sujet. Je rappelle que nous, on a le plus ancien prisonnier politique d'Europe, qui normalement est libérable depuis des années. C'est Georges Ibrahim Abdallah. Ça fait des années que normalement il peut être libéré. Et que tout le monde salue sa bonne conduite et tout en prison et tout. Et que la France refuse de le libérer. Voilà, si on veut parler un peu de prisonniers politiques, pourquoi vous allez y voir en Algérie? Venez en France. Parlons du cas en France. Comment ça se fait que vous êtes aussi... Vous êtes là à parler de la liberté quand on parle de l'Algérie et vous n'êtes pas là quand on parle de la France. Pourtant, on est en France, non? On a fait plein de vidéos sur Georges Ibrahim Abdallah, Père Pipoulet, sur Parole d'honneur, tu peux aller voir. Le meilleur com sous ta vidéo, c'était il aurait dû être incarcéré dans une université, oui. Non, mais les commentaires pour la vidéo de Sansal, ils étaient incroyables, m'avaient tellement fait rire. L'Algérie nous en veut encore terriblement. Vous avez vu qu'il y a quelques années, ils ont remis au goût du jour cette strophe de leur hymne national qui accuse la France et qui dit qu'un jour viendra le temps où la France paiera. C'est vrai qu'en France, on a totalement pardonné sur la guerre d'Algérie, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours un racisme anti-arabe, anti-musulman, dont on peut retrouver certaines sources sur la guerre d'Algérie. C'est vrai que les Français ont totalement digéré la guerre d'Algérie. C'est que du côté algérien qui ne digère pas. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai parlé de l'aide publique au développement, du fait que la France donnait tous les 5 ans plus de 800 millions d'euros à l'Algérie. Et quand j'ai dit ce simple fait, qui est un fait public, officiel, sur toutes les statistiques gouvernementales, le gouvernement algérien a déposé plainte contre moi. Et quand on voit ça, on se dit qu'ils nous détestent tellement qu'ils ont même honte de recevoir de l'argent de notre part. Oui, si tu crois à l'extrême droite, en fait, on donne de l'argent à tous les pays du Sud. Comme ça, on est gentils. Les Français, on est gentils. On donne de l'argent aux pays du Sud, comme ça. C'est vraiment le message qu'ils essayent de faire passer, mais personne n'y croit. Arrête un peu de faire croire que la France perd de l'argent en donnant de l'argent aux pays du Sud par pur philanthropisme, je sais pas quoi. Arrête. En 1962, on leur a donné leur indépendance. Non, vous n'avez pas donné leur indépendance. Les Algériens se sont battus pour leur indépendance et vous avez été obligés de céder. Et vous avez été obligés de céder parce que continuer la guerre était trop coûteux pour la France et donc il était préférable pour la France de l'arrêter. Arrêter de faire « Allez, on vous donne ». Allez, tenez, prenez. Il faut savoir leur dire qu'on ne leur donnera plus un centime. On a énormément de moyens de rétorsion contre l'Algérie parce que nos liens, malheureusement pour nous, sont encore très forts. Typiquement pour le cas de Boualem Sansal, je pense qu'il est temps d'en faire un symbole. C'est pas anodin que l'Algérie l'enferme. Il y a beaucoup d'autres intellectuels qui sont dans les geôles algériennes aujourd'hui, mais c'est pas anodin qu'ils décident d'enfermer un Français. Et je pense qu'ils le prennent pour ce que c'est, à savoir une véritable provocation
contre la France. Et à chaque fois qu'on ne répond pas à ces provocations par de la fermeté, on continue de se décrédibiliser auprès d'eux. Et je pense que c'est le dernier des pays à qui il faut montrer une quelconque faiblesse. Et... Ah ouais, je m'attendais pas à cette haine de l'Algérie à ce niveau-là, quoi. Genre, pour elle, vraiment, l'ennemi principal, c'est l'Algérie. Oui, elle veut la guerre, quasiment. Ça fait partie quand même d'un camp. Je veux dire, là, il y a l'extrême droite, dont Sarah Knafo et les Zémouriens, qui sont choqués parce que l'Algérie a emprisonné Boualem Sansal, alors que eux-mêmes font tout un discours pour avoir des sanctions à l'égard de ceux qu'ils appellent les anti-France. Vous pouvez pas en même temps avoir un discours où il faudrait montrer plus d'autorité, voire même des prisons, voire même virer des gens parce qu'ils seraient anti-France, et en même temps être pas content parce que l'Algérie enferme quelqu'un parce qu'il est anti-Algérie. En fait, l'Algérie respecte votre logique. Moi, je suis contre cette logique-là dans les deux cas. Vous pouvez pas d'un côté dire ah oui, il faut être plus autoritaire à l'égard des ennemis de la France, et en même temps de pas comprendre si l'Algérie enferme quelqu'un parce qu'il serait l'ennemi de l'Algérie. Bienvenue au club. Pourquoi j'ai dit bienvenue au club? Parce que moi, le gouvernement algérien, il me déteste. Il me déteste. Donc les insultes que vous subissez, moi, ça fait des années que je suis... Oui, Dre, il est en mode... Moi, je suis encore plus raciste que toi. Moi, je suis encore plus l'ennemi de l'Algérie que toi. Hein. Vous savez à cause de quoi il me déteste? À cause de la fondation de SOS Racisme. Enfin, il y a des gens qui sont encore dans SOS Racisme actuellement. Mais cassez-vous des SOS Racisme. Vous voyez pas l'historique de SOS Racisme. Et à un moment donné, il faut que ça arrête. Détruisons SOS Racisme. C'est bon, ça doit plus exister. Si vous êtes vraiment anti-raciste, vous allez dans d'autres organisations. Mais en réalité, ceux qui militent dans SOS Racisme, je pense dans 90% des cas, c'est qu'ils espèrent une carrière politique. Soit là, au Parti Socialiste, voire que les Gilets Verts, voire même chez les macronistes. Mais arrêtez de faire croire que vous êtes des antiracistes sérieux et que vous avez ce combat chevillé au corps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je n'ai jamais pu retourner en Algérie. Ils me détestent. Voilà. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fait aucune concession à ce qu'est ce régime. Mais par contre, je fais une différence, si vous me permettez, entre ce que sont les gouvernements et ce qu'est le peuple algérien. Par contre, tu soutiens de ouf l'État d'Israël et le gouvernement d'Israël et la guerre qu'ils sont en train de mener en Palestine. Donc fais pas le gars qui fait aucune concession envers les méchants. T'es en ce moment même en train de soutenir les actions d'Israël à Gaza. T'es en train de les légitimer. Donc arrête de te la jouer. Moi, je fais aucune concession, moi. Jamais. Parce que j'ai des centaines et des centaines de camarades qui se battent en Algérie, notamment chez les Kabyles, qui sont en prison. Putain, je me dire qu'il allait dire... Non, en fait, c'est juste pour soutenir les Kabyles. D'accord. Ouais, force, hein, c'est pas tous les Kabyles, hein, et surtout pas tous les Kabyles algériens. Je préfère préciser. Hein. Tous les Kabyles algériens ne sont pas du côté de Dre et des islamophobes. Hein. Bien loin de là. Bien loin de là. Oui, le point Kabylie. Oui, ça faisait longtemps. C'est quoi le bail avec les Kabyles? Non, mais les Kabyles, c'est souvent la cause qui est mobilisée par les islamophobes pour faire croire qu'ils sont pas anti-algériens ou anti-arabes. Il y a des arabes qu'ils aiment bien. Et en fait, ils entretiennent le cliché un peu du Kabyle anti-islam et qui serait plus libre que les autres arabes d'Algérie. En fait, c'est l'arabe préféré des racistes, le Kabyle. D'ailleurs, il y a beaucoup de Kabyles qui vont dire tu peux pas dire que je suis arabe, hein, je suis Kabyle et tout. Bref, il y a effectivement ce cliché-là parmi certains Kabyles en France. Il y a le MAK, voilà, le MAK, mais c'est pas la majorité des Kabyles, bien loin de là. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. Abdelmalek Sayad montrait déjà comment, dans la colonisation en France, en Algérie, la France jouait sur la division entre Kabyles et Algériens, et avec l'idée que les Kabyles, en fait, seraient beaucoup plus proches des Blancs français, notamment par le rejet de l'islam, et que donc ils seraient plus proches de la civilisation, et qu'il faudrait jouer sur cette rupture entre Kabyles et Arabes. Mais bref, voilà, c'est juste à chaque fois. Donc vous verrez souvent des gens dire mais je suis pas raciste, je soutiens d'ailleurs la lutte des Kabyles. Et d'ailleurs, il y a très souvent des gens qui viennent sur Twitter ou que sais-je me dire Wissam, hein, t'es anticolonial, alors est-ce que tu soutiens les Kabyles? Et je vois déjà aujourd'hui, Emmanuel c'est Macron complètement con par rapport à l'histoire de l'Algérie, mais c'est totalement con, bien sûr. Il y a énormément de Kabyles ont lutté, déjà énormément de Kabyles sont eux-mêmes musulmans, et énormément de Kabyles sont luttés pour l'indépendance de l'Algérie et se sentent algériens, quoi. Il y a effectivement aujourd'hui un gouvernement qui se permet tout, et des gouvernements français qui n'ont jamais été capables de dire ça suffit. Voilà, ça ne marche plus comme ça, et ça ne peut plus marcher comme ça. Alors évidemment, ils ont trouvé le filon. Ils nous font à chaque coup la culpabilité, etc., etc. Ils sont très forts pour critiquer le gouvernement algérien qui se permettrait tout, mais en ce moment, le gouvernement Macron, pourquoi il n'y a pas de critique à l'égard du gouvernement Macron? Ils ont perdu les européennes, ils ont perdu les législatives après la dissolution de Macron, et malgré tout,
surtout, ils nous remettent les mêmes au gouvernement. On a encore Elisabeth Borne, on a encore Darmanin, on a Bayrou, veut dire, ça fait 5 ans qu'on nous sert les mêmes trucs, alors que le peuple français est contre ces politiques-là. Et pour aller plus loin, Macron qui va en Afrique et tout, et qui dit que les pays africains ne sont pas assez reconnaissants de la France, que les Haïtiens sont cons d'avoir viré tel dirigeant, qu'on devrait leur dire merci. Veut dire, la France aussi se permet tout. Pourquoi vous n'êtes pas aussi critique à l'égard du gouvernement français? Je comprends pas. Pourquoi ce courage à l'égard d'Algérie et pas du gouvernement actuel dans lequel vous vivez? Je comprends pas. C'est un débat ou un entretien pour qu'il puisse rejoindre les fachos en montrant qu'il est comme eux. Oui, non mais c'est exactement ça. 10 ans après, plus grand monde semble être Charlie à gauche. On se souvient qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon avait fait l'oraison funèbre de Charb. François Hollande était au premier rang. Aujourd'hui, il siège aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Il y a quand même un événement que je ne veux pas passer sous silence. C'est ce sondage qui est extrêmement rassurant sur la société française. Ah oui, il y a un sondage qui est sorti hier qui montre que la société française elle est encore plus Charlie qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Ce qui, d'un certain point de vue, est un échec politique pour Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils définissent pas ce que c'est être Charlie. Ils disent la majorité de la population française est Charlie, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ça reste un signifiant flottant. Par exemple, Schneiderman qui est Charlie, ou Drake qui est Charlie, ou Zemmour qui est Charlie, ça veut pas dire la même chose. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ils entendent par le je suis Charlie. Et justement, moi je suis pas Charlie parce que j'ai quand même l'impression que c'est un signifiant flottant qui est beaucoup récupéré pour des idées de droite, d'extrême droite, islamophobes, racistes et tout. Moi, quand bizarrement l'État français se fait défenseur de la liberté d'expression, quand cette liberté d'expression consiste à dire du mal des minorités, je regarde ça avec un œil un peu en mode Et on rappelle que les Je suis Charlie n'ont rien dit quand Guillaume Meurice a été viré de France Inter. Pourquoi là c'est pas dans l'esprit Charlie, Guillaume Meurice? On pourrait se poser cette question. Est-ce que ceux qui se disent Je suis Charlie ont défendu Guillaume Meurice? Il y en a très peu. Riss a dit que non, Charlie Hebdo n'est pas une poubelle. Mais je veux dire, ok, c'est pas une poubelle, mais en quoi vous pouvez pas défendre Guillaume Meurice qui a fait une blague qui pour moi n'était pas raciste, mais qui a fait une blague, quoi. Pourquoi vous le défendez pas, sa liberté d'expression? Et vous vous rappelez que Guillaume Meurice a gagné ses procès, que quand même il a été viré de France Inter et qu'on avait justifié ça en mode il a blessé des gens. Mais la putain de vos grands-mères, c'est le principe de Charlie Hebdo de blesser des gens. Je veux dire, vous pouvez pas prendre comme excuse comme Guillaume Meurice il a blessé des gens, il a refusé de s'excuser, alors que c'est le principe même de Charlie Hebdo de blesser des gens. Quand Charlie Hebdo ils ont fait une sur le papa de Stromae en morceau en mode Papa Outel parce que le gars a été tué lors du génocide au Rwanda, ça a blessé des gens. Et pourtant, vous étiez en mode, c'est la liberté d'expression, de blesser des gens et tout. Mais t'es pété. Non, mais je comprends pas ce délire. Et moi, ça m'a pas blessé, hein. Moi, il y a plein de trucs qui me blessent pas, hein. Et puis, il y a des trucs qui me blessent. C'est la liberté d'expression. Les Arabes ne sont pas des gens, Wissam. Ah, désolé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, j'ai pas la solution miracle. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il y aura pas de renaissance de la gauche sans rupture totale avec Mélenchon. Mais quelle gauche? Oui. Alors, la gauche social-démocrate molle, qui trahit ses principes, je suis d'accord. Faut qu'elle rompe avec Mélenchon. Mais rompez! Moi, je suis avec Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste. J'ai un message pour vous, s'il vous plaît, cassez-vous. Allez-y, allez négocier avec Macron, faites tout ça. Moi, je vous laisse faire. Barrez-vous, dégagez, faites la rupture. Moi, ça m'énerve que vous soyez là à répéter. Oh là, on va rompre. Rompez, dégagez. Et en fait, eux, ils ont envie que ce soit la France insoumise qui acte la rupture pour pouvoir dire non mais c'est la France insoumise, hein. C'est la France insoumise qui a fait ça. Non, c'est vous qui arrêtez pas. Dégagez. Vous avez envie de partir, partez. C'est simple. Et je vais vous faire une confidence et je finirai de faire ça. J'ai envoyé un petit SMS hier à Patrick Caner, en disant Patrick, je t'ai entendu à la sortie de l'entrevue, tu dis que tu veux être l'opposition constructive, etc. C'est bien, mais en même temps, tu essayes de ménager Mélenchon. Ça sert à rien. Plus vous le ménagerez, plus il continuera. Il faut faire l'inverse de ce qu'a fait François Mitterrand. François Mitterrand en 71 a fait l'union de la gauche. Nous, on doit faire la désunion. Et on doit dire qu'on ne... Comme l'a fait Mendès France, quand il est élu. On doit faire la désunion. Oui, je suis d'accord avec Julien Drey. Faites la désunion, cassez-vous. Eh ben nous, on doit dire qu'on n'a rien à voir avec ce personnage. Alhamdoulilah. Oui, on n'a rien à voir. Oui, s'il te plaît. T'as passé 45 minutes à lécher le cul de la conseillère d'Éric Zemmour. T'as passé 45 minutes à rassurer les racelards en mode mais moi aussi je suis raciste. Alhamdoulilah, on n'a rien à voir. Oui, 3 fois oui, 5 fois oui. Mais en plus, ils se rendent pas compte que c'est totalement con. Mais l'exercice, il est quand même assez schizophrénique. T'es en train d'essayer de défendre la gauche avec le Figaro. T'es en train de dire au Figaro, c'est nous la vraie gauche, c'est pas Mélenchon. Il faut nous soutenir nous parce que nous on est la vraie gauche. Mais tu dis ça à un journal de droite. C'est quand même bizarre si le journal de droite te préfère toi à l'autre gauche. Moi, si je suis de gauche et je vois que les droitards me préfèrent à un autre gauchiste, je suis en mode...
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas vraiment de gauche. Je comprends pas comment ça peut pas tilter dans sa tête. Vous l'avez dit à François Hollande qui est venu ici débattre avec François-Olivier Gisbert il y a quelques semaines. Je lui ai dit, dès qu'il est candidat à la députation, je lui ai dit, tu repars à l'assaut, t'as du courage, etc. Il m'a dit, oui, il faut bien, etc. Je dis, ouais. Et puis, je viens quand même, comme j'avais une petite idée à la tête, je lui envoie un autre SMS, je lui dis, mais t'es candidat quoi, en fait? Il dit, je suis candidat Front Populaire. T'es candidat Front Populaire. Mais François, désolé, je veux pas, François, t'es candidat sur un programme. Ils sont tous contents, ils sont tous d'accord. T'as Sarah Knafo qui est d'accord avec toi, t'as DVQ qui est d'accord avec toi, t'as le public là du Figaro qui est d'accord avec toi, et tu oses dire que tu prétends la vraie gauche. Mais arrête. Il dit, oui, mais le programme, tu sais, ça n'engage que ceux qui les lisent. Après, on verra. Waouh, mais le faux ami qui est en train de dire que Hollande ment. Hollande croit pas au Bon, on y croyait, mais t'es pas un pote en fait. Si François Hollande te dit ça en privé en mode bon, puis le programme n'engage que ceux qui y croient, c'est quand même grave. Donc François Hollande, il a qu'un intérêt, c'est qu'il faut qu'il affronte Mélenchon. Mais pas par des petites vannes, pas par des petits sourires et penser que comme d'habitude il va arriver à le... Non. Elle est contente. Elle a rien à faire, hein. Ses idées de droite se sont imposées, ses idées racistes se sont imposées à tel point que Julien Drey essaye de les adopter. Et là, en plus, elle voit que la gauche est en train de se taper dessus. Elle est en mode, non, c'est bon, je le laisse faire. Dans le paysage politique actuel, est-ce que le combat principal aujourd'hui, il est toujours contre ce que vous appeliez l'extrême droite, ou est-ce qu'elle a changé? Par exemple, est-ce que Marine Le Pen est différente de son père? Est-ce qu'il est contre Éric Zemmour, le combat prioritaire, ou est-ce qu'il est contre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Je ne tire pas un trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Voilà. Donc je ne dis pas Marine Le Pen est une fasciste. Voilà. Oh putain, la moïsisation, comme dirait Paduring. Ah oui, d'accord. Donc Marine Le Pen n'est pas une fasciste, mais le vrai danger, c'est Jean-Luc Mélenchon. En gros, il est en train de nous dire que choisir entre Le Pen et Mélenchon, il choisirait Le Pen. Voilà, le choix est fait pour lui. Hein. T'es un facho. Tellement galvaudé ce mot fasciste qu'il a plus de sens, mais il y avait quand même, quant à la fondation du Front National en 71, ça nous dit c'était merveilleux, les compagnons de Jean-Marie Le Pen. Et Zemmour qui veut que la police ait plus de droits que la justice, qui est contre l'état de droit, qui veut que le président ait des pouvoirs surpuissants. Est-ce que lui, il est fasciste ou pas? Voilà, on pourrait aussi, au moins, allez, tu veux pas ça pour Le Pen, allez, admettons, et Éric Zemmour. T'as sa conseillère en face de toi. Ma famille politique aujourd'hui, celle à laquelle j'appartiens, et je continue d'y appartenir, au sens de ce qu'elle représente, des valeurs, etc., je pense qu'elle ne peut pas se redéployer dans le pays et servir à quelque chose. Parce que quand on fait de la politique, c'est pour servir, c'est pas pour se servir. Voilà, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont confondu. Tu veux qu'on parle de tes Rolex, Julien Drey? Non, mais alors là, c'est quand même culotté, hein. C'est quand même culotté, cette phrase, Julien Drey. Non, mais. Moi, les images que je vois d'un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, mais ça me met hors de moi. Et je vais vous dire une chose, je suis content de pas être dans l'hémicycle. Parce que si j'étais dans l'hémicycle, même avec ma canne, je serais en train de me battre toute la journée avec les gens là. Voilà. Et il se battrait avec les gens du NFP. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 125 députés du Rassemblement national, certains députés des Républicains qui sont d'accord avec le Rassemblement national, mais lui, il se battrait avec les députés NFP. J'ai dit d'ailleurs à François de Rugy que c'était fait une énorme erreur. Un député, ça doit venir avec la cravate à l'Assemblée nationale. Et c'est pas une honte. Ça doit avoir une certaine tenue. Mais quel autoritaire, genre c'est son combat. Ah non, mais on doit venir en costume. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ta cravate et tout. Moi, les types qui arrivent avec la chemise qui dépasse. Non, mais il peut venir en slip, le député, s'il fait son travail. Il peut venir en tenue de clown s'il veut. Je m'en bats les couilles. S'il fait son travail, s'il fait ce pourquoi on l'a élu, il peut venir n'importe comment. Arrête de nous prendre pour des cons, là. De quartiers populaires, les gens, ce qu'ils voulaient, c'est que leurs députés ils soient correctement. Oui, les quartiers populaires, ce qu'ils veulent, c'est pas surtout des politiques qui leur permettent de connaître des meilleures conditions de vie. Non. Ce qu'ils voulaient surtout, c'est que leurs députés soient bien habillés. Voilà, donc ça, c'est une dégénérescence des choses. Et voilà. Et la gauche, vous savez. Mais il parle comme un facho. C'est la dégénérescence des choses, des gens qui ne s'habillent pas avec une cravate. Le gars est censé être de gauche. Pour lui, la dégénérescence dans notre société, c'est des gars qui ne mettent pas de cravate pour aller à l'Assemblée nationale. Ce débat sur la tenue, il renvoie déjà à beaucoup de choses sur le plan d'idéologie. Voilà. Mais va à droite, tu seras plus tranquille, va à droite. Julien Drey a expliqué que aujourd'hui la menace prioritaire était Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord? Jean-Luc Mélenchon et sans doute plus largement l'islamo-gauchiste. Attends, quoi? Attendez, quoi? Julien Drey a expliqué que aujourd'hui la menace prioritaire était Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous... Non, mais les gens, il n'y a plus rien à dire. Il y a plus rien à dire. On s'arrête là. On est d'accord qu'on s'arrête là.
la conclusion du débat sur l'antiracisme, ça a été la menace prioritaire. Dans un pays où il y a 125 députés au Rassemblement national, dans un pays où Bayrou, le Premier ministre, appelle Marine Le Pen pour savoir s'il valide son gouvernement, dans un pays où Cohen-Bendit parle de grand remplacement, dans un pays où on n'arrête pas de parler des immigrés, on n'arrête pas, je veux dire l'extrême droite monte en puissance et rêve d'une guerre civile. Dans ce pays-là, t'as un gars qui est censé représenter l'antiracisme, vient de dire que la menace prioritaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro, changez pas vos débats de merde, hein. C'est quand même toujours impressionnant de voir. En fait, moi, et je vais vous le répéter, je vous promets que c'est vrai. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas que vous soyez des racistes ou que vous soyez d'extrême droite ou de droite. C'est que intellectuellement, c'est de la merde. C'est de la merde. Quand je vois les débats qu'on a à gauche, les livres qu'on lit, les comment dire, les développements théoriques et tout qu'il y a, et quand je vous vois vous, je suis choqué par votre niveau. Donc faites mieux, s'il vous plaît, faites mieux.